Nous sommes à présent au plateau avec Nicolas Budin, gérant action chez Myria AM, avec qui nous allons faire un point sur la performance des marchés sur les 3 derniers mois. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer par cette fameuse performance des marchés. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était le 2 juillet. Il s'en est passé des choses depuis le 2 juillet sur les marchés. Oui, les marchés sont toujours agités, il se passe toujours beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, sur le 3e trimestre, on peut le voir sur le graphique à l'antenne, il y a eu en effet toujours une volatilité de ces marchés avec une amplitude de l'ordre de 4% à la hausse comme à la baisse. Et pour autant, les marchés qui sur la période, c'est-à-dire depuis qu'on s'est vu la dernière fois jusqu'au 30 septembre, ont quasiment pas, au final, pas bougé puisqu'ils ont fait 2% à peu près sur le trimestre. Et on voit effectivement qu'entre la dernière fois où on s'est vu et aujourd'hui, on est sur le même niveau. Pour autant, le calme n'a pas été plat de bout en bout. On a commencé par une baisse et après on est venu combler cette baisse. C'est ça, on peut résumer cette phase de marché en deux périodes, en 2 temps. Une première partie alors dans la lignée de la saison des résultats qui avait plutôt mal commencé avec certains avertissements sur résultats, notamment de grosses sociétés allemandes des secteurs de la chimie comme BASF, de l'industrie comme ThyssenKrupp, ou évidemment de l'automobile encore une fois tel Continental. Donc ça avait un peu mis une ambiance en tout cas d'inquiétude quant aux résultats qui allaient arriver. Une situation géopolitique qui était tendue, on le sait, et notamment avec cette guerre commerciale qui n'avançait pas, ou en tout cas qui ne s'améliorait pas, et donc un marché qui a baissé sur cette première phase. Ensuite, deuxième phase qui est arrivée à partir de la mi-fin du mois d'août, on a eu des choses un petit peu plus rassurantes sur la partie géopolitique et politique, avec notamment en Italie, ce changement de gouvernement avec l'arrivée d'un gouvernement un peu plus pro-européen, on va dire. Bien sûr, avec la sortie de l'extrême droite du gouvernement surtout. Précisément, donc ce qui a été évidemment bien vu et plutôt rassurant donc. Et puis aussi des espoirs sur la partie... on reste dans le positif. On reste dans le positif sur la partie guerre sino-américaine avec a priori une amélioration et une volonté de part et d'autre, à ce moment-là en tout cas, de voir les choses s'améliorer. Donc un marché qui a repris fortement. Et donc au niveau ensuite des actions et des différents compartiments actions sur les marchés, là où la première phase, en toute logique, avait vu la partie croissance plutôt être stable, en tout cas être mieux performée que la partie value, on le voit sur ce graphe-ci, dans la deuxième phase, c'est-à-dire à partir de fin août, c'est la partie value avec les valeurs décotées qui a fortement repris, qui a tenté vraiment une percée, je dirais. Et donc qui est surperformée par rapport du coup... Qui a largement surperformé, oui, puisqu'elle a fait sur la période, en tout cas sur le mois de septembre, elle a progressé de 6%, là où la partie croissance a progressé de l'ordre de 1,5%. Donc trop tôt pour dire si c'est avorté, mais en tout cas, il y a eu un rebond significatif de cette partie-là, avec donc des secteurs comme l'automobile, les financières, des secteurs dits value. Et qui ont porté du coup les performances du marché sur le mois de septembre. Là, on parle de septembre pour le coup. On s'arrête au 30 septembre. Exactement, oui, tout à fait. Et alors ça, donc on voit qu'on est donc, vous le disiez, à peine plus de 2% de hausse par rapport à la dernière fois où on s'est vu. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'ici la fin de l'année? Alors sans faire de prévision d'oracle, mais à quoi est-ce qu'on peut vraisemblablement s'attendre? D'oracle en effet non, mais on fait des prévisions, et en l'occurrence, là où on ne prend pas beaucoup de risques, c'est de dire que ce qui perdurera, c'est la volatilité. Pour différentes raisons. D'abord pour tous ces flots de nouvelles, toujours concernant les questions géopolitiques. Bien sûr, où ça se réchauffe, mais ça peut se redégrader demain, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur le feu, entre guillemets. Il y a le Brexit aussi, dont on a pas parlé, mais qui est aussi un sujet qu'on suit de près. Et qui va faire parler de lui dans les semaines à venir, toujours. Toute la partie banque centrale également, il n'y a peut-être pas énormément à attendre dans les semaines qui viennent, mais il y a eu, lors de la dernière communication de la Banque centrale, notamment européenne, il y a eu une association de l'intérêt, enfin en tout cas de l'indicateur qu'ils regarderont le plus, qui sera l'inflation, par rapport à leur politique monétaire, notamment sur le quantitative easing et sur la fixation des taux. Et là, c'est intéressant parce qu'ils déclarent qu'ils vont porter l'attention sur l'inflation, tout en disant que l'inflation, tout en révisant à la baisse leur prévision d'inflation dans les 2 années à venir.
venir. Et du coup, une attention qui sera portée sur les moindres mouvements de l'inflation et qui fera probablement réagir le marché fortement à la hausse comme à la baisse. Et d'autant plus que si on parle de la BCE qui a toujours été vue comme un facteur de stabilité un peu pour les marchés, là on sent qu'il y a ceux qui sont pour le quantitative easing, ceux qui commencent à être un petit peu contre, et il y a eu récemment même une démission d'une dirigeante au sein de la BCE, donc on sent qu'effectivement la BCE va rester accommodante, mais que tout le monde n'est plus totalement d'accord en son sein sur le sujet. Oui, et ça arrive avec le changement aussi de direction à la BCE, avec l'arrivée de Madame Lagarde. Donc on verra ce qui va se passer. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais c'est juste qu'il y a un discours un peu moins consensuel. Donc à suivre de près d'ici la fin de l'année. Oui, tout à fait. Et du coup, la deuxième phase, en tout cas la deuxième chose à laquelle on peut s'attendre, ou en tout cas que l'on attend, c'est la question des stimulus. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que le marché se rassure quant à la situation économique et à la performance à la croissance globale. Les politiques monétaires sont allées quand même très très loin, notamment en Europe. Peut-être y a-t-il encore un peu de marge aux États-Unis, mais en Europe, c'est que ça devient compliqué. Et donc, on attend maintenant objectivement un mouvement des gouvernements. Et alors, un mouvement des gouvernements qui pourrait s'actionner comment du coup ? Probablement par un stimulus au moins fiscal ou peut-être fiscal dans un premier temps, ouais. Ou peut-être d'investissement. On a vu déjà quelques évolutions, en tout cas quelques tentatives aux Pays-Bas. Peut-être pourrait-on espérer que l'Allemagne un jour sorte de son orthodoxie budgétaire, d'autant qu'elle a largement la marge pour le faire. Si vous voulez, depuis la crise de 2008-2009 qui était significative, depuis 11 ans, on a quand même une croissance, peut-être pas continue, mais on est en croissance depuis 11 ans. Oui, c'est important de le rappeler, effectivement, parce que là, on parle quand même assez souvent, pas aujourd'hui, mais dans l'actualité économique et financière, de mauvaises nouvelles économiques depuis ces derniers mois, puisqu'on voit effectivement à court terme, mais à long terme, en fait, on est quand même, depuis la crise de 2009, en croissance. Globalement. Alors, pas des croissances fulgurantes, mais en croissance. Pas fulgurantes, avec des ralentissements, en tout cas avec des ralentissements de la croissance, avec notamment deux périodes majeures notamment 2011, au moment où il y a eu des inquiétudes sur la zone euro avec ce qui s'est passé en Grèce, et là une intervention mesurée mais importante, en tout cas déterminée, je dirais, de la BCE, qui a tout de suite coupé court aux inquiétudes, et une deuxième phase aussi en 2015-2016 où il y avait eu des inquiétudes et des problèmes sur le pétrole. Je crois que c'était aussi au moment de l'Ukraine, et là il y a eu de part et d'autre du Pacifique, notamment Chine et États-Unis avaient lancé des politiques justement budgétaires, etc., d'investissement qui avaient relancé un peu la machine. Aujourd'hui, voilà. On a cette guerre sino-américaine sur les produits manufacturés, et on va voir comment ça évolue d'ici la fin de l'année. On a posé un contexte qui est avec des éléments positifs et des éléments négatifs, et surtout des éléments sur lesquels il faut prêter attention d'ici la fin de l'année. Du coup, quelles sont concrètement les actions que vous décidez de prendre, Nicolas, sur le fond ? Sur le trimestre, on a été dans la première phase où le marché a eu tendance à baisser. On a eu la volonté de faire attention à rester exposé et voire d'amplifier un petit peu nos positions sur la partie justement value. Pour le cas où, et en l'occurrence ça s'est produit, il y aurait un rebond, et pour ne pas être largué, si je puis me permettre, dans cette phase-là. Ça nous a donné raison, puisque au mois de septembre, les mouvements qu'il y a eu sur la value ont été, donc, comme on le disait, marqués, significatifs, et des secteurs comme l'automobile, qui a été largement déprécié ces derniers temps, probablement pour des raisons aussi d'actualité et puis de base de comparaison qui était porteuse par rapport à l'année passée. Je crois que le secteur a progressé de 6% sur le mois de septembre. Également les financières avec 8 et 9% entre les banques et les assurances. Et donc le fait de se remettre un petit peu sur ces secteurs-là nous a aidé à suivre le train, à la marge du marché en tout cas. En deuxième phase, on a ensuite commencé à réduire au septembre, au moment où les marchés montaient, on a commencé à réduire, notamment sur l'automobile, on a pas mal rebaissé nos positions. Même stratégie du coup jusqu'à la fin de l'année, ou on change un petit peu de stratégie ? Non, on changera s'il y a lieu de le faire, mais pour le moment c'est un peu l'idée une vision un peu conservatrice, ou en tout cas prudente, je dirais, sur le dernier trimestre, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, où il est un peu difficile quand même de voir dans quel sens ça ira réellement, et surtout là où on est convaincu qu'il gardera cette volatilité. Donc on aborde plutôt cette dernière partie
partie de l'année de manière un peu prudente. Donc on a réduit donc les paris sur la partie automobile, sur les financières on ne baisse pas vraiment, mais on fait attention à garder notre sous-pondération maîtrisée, et sur différents secteurs on agit comme ça. Alors il nous reste un tout petit peu de temps, Nicolas, je vous propose de faire peut-être un rapide focus sur le pétrole, où effectivement un secteur que nous avons vu à l'écran il y a quelques instants, où il y a quand même une actualité, il y a des attaques en Arabie Saoudite notamment, où faut prendre ça en considération quand on gère un fonds sur ce secteur d'activité. Évidemment, et c'est un secteur dont on a parlé ici déjà, que l'on a eu tendance à augmenter au fur et à mesure de l'année, notamment sur les perspectives que l'on avait, qui étaient quand même toujours positives sur la croissance globale, même s'il y avait quelques petits accidents, mais on avait une vision toujours de croissance. Et du coup, le pétrole, dans cette dynamique-là, était porteur. Là où je dois reconnaître qu'on change un peu d'avis aujourd'hui, puisqu'on est passé sous-pondéré sur l'énergie au sens large et le pétrole en particulier, c'est que d'abord, en effet, il y a des questions sur la croissance qui est un petit peu remise en question, en tout cas qui est un petit peu moins importante que ce que l'on pouvait espérer. Je rappelle juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'anticipation de croissance des bénéfices par action que le marché, que l'on suit régulièrement, a été révisée. On est aujourd'hui en dessous de 2% pour l'année 2019. Là, on avait commencé à 9% au 1er janvier. D'accord. Donc, il y a quand même eu une révision importante. Donc, pour revenir sur le pétrole, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même eu un événement majeur au mois de septembre avec les attaques en Arabie Saoudite, comme vous le disiez, où, sans du tout minimiser ce qui s'est passé, il s'agit quand même de quelques drones qui sont venus attaquer les installations d'Aramco, Saudi Aramco, et on a, personnellement, je ne savais pas que c'était aussi vulnérable, je dirais, on a quelques drones qui suffisent pour couper la production de l'Arabie Saoudite de moitié, et du coup l'approvisionnement en pétrole mondial de 5%. C'est quelque chose que personnellement je n'avais pas à l'esprit et qui est quand même majeur. Et qui Bien sûr, voire même un peu alarmant sur une production de pétrole, notamment pour l'Arabie Saoudite. Même. Et du coup, alors évidemment le lendemain, les marchés étaient fermés au moment où ça s'est passé. Le lendemain, le baril a pris $10. Les valeurs pétrolières ont en toute logique plutôt monté, de l'ordre de 5-6%, voire plus pour les parapétrolières. Et dans ce cadre-là, on aurait pu quand même penser qu'il y avait notamment une prime qui aurait dû être mise sur le baril et sur ce secteur du fait de cette vulnérabilité de l'offre. Et en l'occurrence, on est revenu aujourd'hui sous les 57, je crois, hier pour le Brent, et en tout cas à des niveaux qui étaient ceux d'avant. Donc finalement, ça nous a fait nous rendre compte, ou en tout cas considérer que le baril réagissait vraiment aux anticipations de croissance plus qu'aux questions, en tout cas à ce stade-là. Ou en tout cas aux actualités. Aux actualités, ouais. Merci beaucoup Nicolas Budin pour vos analyses, et je rappelle du coup que vous êtes gérant action chez Myria AM.